Pour sauver mon invité, Gérald Karsanti, directeur général de HP France, du Hewlett-Packard France. Bonsoir. Bonsoir. Lorsque vous avez écouté, je voyais vous regardiez l'intervention du président de la République, François Hollande. Est-ce que vous dites, tiens, il a peut-être compris quelque chose? Est-ce que ça fait du bien de dire qu'il faut se confronter au réel et qu'il faut faire des réformes? Ça, c'est sûr. Je pense qu'il faut se confronter au réel. Ça, j'en suis convaincu. Je pense que pour avoir des contacts avec plusieurs ministres, je pense qu'ils ont compris. On est face à une crise d'une ampleur incroyable et il faut prendre des décisions, il faut transformer. Les dernières annonces sont encourageantes, je trouve. Merci. On poursuit. La journée décisive vers la présidence du MEDEF qui s'est jouée aujourd'hui. Chacun des 5 candidats sont passés sur le grill du conseil exécutif du mouvement qui va ensuite donner son avis. Un avis simplement consultatif, mais jusqu'à présent qui a toujours été suivi par l'Assemblée générale pour le vote final. Et dans ce contexte, l'actualité sociale, le déficit de l'assurance chômage qui se creuse, effet de la montée du chômage, déficit attendu de presque 5 milliards d'euros cette année, 5 milliards et demi l'année prochaine. Ce sont les chiffres de l'UNEDIC et le nombre de chômeurs d'après l'UNEDIC qui va continuer à augmenter sur cette période. L'évasion fiscale d'Apple et cette information que nous donne Reuters ce soir, l'exonération totale dont bénéficiait Apple en Irlande et qui est depuis 2 jours au cœur des enquêtes du Sénat américain. Cette exonération durait depuis le début, depuis 1980, accueillie à bras ouverts dans un pays qui faisait tout pour accueillir des emplois. Et là, Gérald Karsanti, vous avez un commentaire? Vous dites, parce que les géants américains de l'informatique et des techs sont un peu menacés? C'est difficile pour moi de faire un commentaire parce que c'est des concurrents. Moi, je sais que chez HP, on est très attentif à ça. C'est un peu le seul commentaire que je ferai sur le sujet. Ça veut dire ô combien ce sujet est sensible. Allez, on poursuit. Les syndicats de printemps demandent une enquête sur les conditions de la vente de leur entreprise aux investisseurs qataris. Ils disent avoir découvert des montages financiers par le biais desquels les intermédiaires de cette vente ont touché des commissions exorbitantes selon les termes de l'intersyndicale. La bourse des PME, pour terminer, vous en parliez tout à l'heure, Edwige, existe depuis aujourd'hui. Enternext, filiale d'Euronext. L'idée, c'est de fournir une source de financement alternative aux banques. Elle est ouverte aux capitalisations boursières inférieures aux milliards d'euros. Vous êtes sur BFM Business, 18h37. Un coup d'œil sur notre ciel, beaucoup d'instabilité encore pour demain et surtout la journée la plus froide de la semaine. On y revient. Alors, le soleil va quand même résister des Alpes du Sud jusqu'à la Méditerranée, mais avec pas mal de vent, des rafales jusqu'à 110 km/h sur les Caps Corse. Partout ailleurs, des passages nuageux très nombreux, quelques timides éclaircies et un petit risque d'averses. Averses de neige sur les hauteurs à partir de 800 mètres. Plus au nord, on aura des averses orageuses dès le matin sur le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie. Cette instabilité va gagner dans l'après-midi la Normandie, la région centre, l'Île-de-France et jusqu'aux Ardennes. On pourrait avoir encore un peu de grêle ou un peu de grésil par endroit. Des températures bien basses en début de journée. 2 degrés seulement à Nancy, 3 à Lille, 6 à Paris, à Brest, à Nantes et à Lyon. Il fera 7 à Bordeaux et à Toulouse en début de journée, 9 à Marseille, jusqu'à 12 degrés tout de même à Nice et en Corse. Dans l'après-midi, vous compterez de 9 à 14 degrés seulement sur la plupart des régions, jusqu'à 21 degrés en Méditerranée. BFM Business, le grand journal, Edwige Chevrillon. Et on va parler de l'avenir du PC, l'avenir des groupes de PC, puisque je reçois le PDG pour la France de Hewlett-Packard, Gérald Karsanti. Gérald Karsanti, les chiffres de HP, on les attendait, évidemment, c'est très important pour Wall Street. Moins 32%, c'était les chiffres pour le bénéfice net, bénéfice semestriel. On a eu peur. En même temps, visiblement, l'action s'est envolée. Plutôt un soulagement, on s'attendait à pire, paraît-il. L'action s'envole parce que Meg Whitman, qui est arrivée il y a 1 an et demi environ, a mis en place un plan et elle exécute ce plan. On suit scrupuleusement le plan qu'elle a défini. C'est quelque chose qui rassure les marchés. Et elle travaille à l'assainissement du bilan, au réalignement de nos dépenses sur les affaires, ce qui est plutôt sain. Donc les marchés sont encouragés par ça et du reste, le cash flow a monté de 44%, c'est pas rien. La dette s'est réduite d'1,8 milliard de dollars. Donc tout ça va dans le bon sens et ça rassure les investisseurs. Oui. Tiens, juste un petit commentaire. On a beaucoup parlé de la patronne de Yahoo, évidemment, Marissa Mayer, qu'on appelle Bayer, évidemment, avec sa fièvre acheteuse. Comment vous expliquez un
peu cet engouement de femmes assez flamboyantes pour tous ces groupes de Haïti? Alors là, vous touchez un sujet sur lequel, un sujet qui m'est cher, parce que je suis au sein d'HP, mais aussi dans d'autres environnements. J'enseigne à HEC, c'est un sujet que j'ai développé également. Je pense qu'on va assister à ça de plus en plus, parce que il va y avoir... Ouais, ça commence à la génération des 30-40 ans. Dans le dernier classement qui a été publié par Challenge, il y avait une bonne proportion de leaders féminins. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle et ça va rééquilibrer les choses. Les femmes ont des qualités de leadership que les hommes n'ont pas et inversement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. La patronne de Yahoo est un bon exemple. Comment c'est vrai que c'est une personnalité très forte. Hein. Ouais. Comment est-ce qu'elle travaille? Vous êtes en direct ligne avec elle? Quelle est son organisation? Juste un petit cours de management en une seconde. Après, on reviendra bien sûr. De Meg Whitman. Oui, de Meg Whitman. Meg Whitman, c'est intéressant de voir si ça change, si ça évolue, quoi. J'ai la chance de faire partie du Senior Leadership Meeting, donc je la vois bientôt d'ailleurs à Las Vegas. En fait, Meg, elle a un parcours. Elle a d'abord, c'est elle qui est la fondatrice et qui a monté eBay là où elle a été. Donc c'est quand même c'est un entrepreneur. Et puis en plus, elle a un parcours politique. Donc, comme elle dit elle-même, elle est habituée, elle est habituée à la compétition. Et là, chez HP, le commentaire principal qui ressortait des annonces d'hier, c'est qu'elle a l'entreprise à sa main. C'est-à-dire qu'elle a vraiment pris ses positions dans l'entreprise. Et moi qui observe ça de la France, pour un pays comme la France qui est plusieurs milliers de salariés, donc c'est une entreprise importante, on attend beaucoup de changements, de transformations. Et là, vraiment, Meg Whitman est en train d'imprimer le changement. En même temps, et je crois que c'est sa force, c'est qu'elle bouge, elle est dans l'action, elle nous demande d'agir dans la vitesse, mais en même temps, elle pose des fondations pour le long terme. C'est pas fréquent. En fait, beaucoup de gens font du Mais j'ai envie de dire, pour vous et pour HP Hewlett-Packard, Gérald Karsanti, c'est obligatoire parce que même si le PC, votre métier historique, ne représente plus que 20% ou un peu plus de 20%, la chute de la vente de PC est absolument sidérante. Moi, 25%, ça c'est sur le marché français. Global, oui. Même global. Oui, global, je crois que c'était 30%. Mais enfin bon, voilà, quand même une chute très considérable. Ça veut dire qu'il faut complètement reconstruire un nouveau métier. Et c'est toutes les difficultés qu'a connu HP, justement. Oui, c'est-à-dire que l'avantage d'HP, c'est aussi ce qui en fait aussi notre challenge, c'est qu'on est dans le monde de l'utilisateur et puis on est dans le monde des grandes entreprises et du data center, comme on dit traditionnellement. Dans le PC, certes, le PC historique connaît une baisse, comme vous l'avez mentionné, mais en même temps, on assiste à un renouveau des usages, puisque vous et moi, quand on est dans notre vie privée ou salariée, on a besoin d'utiliser différentes, on appelle ça les facteurs de forme, donc c'est des tablettes, des smartphones, des PC, portables ou fixes, et c'est ce qui va changer. Les usages vont changer la façon dont on va travailler. J'ai envie de dire, est-ce qu'on aura besoin d'un PC? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est quasiment la mort du PC, tout simplement? Le dernier sondage de GFK, l'Institut GFK, dit que 70% des Français considèrent que la tablette ne peut pas remplacer le PC. Mais vous êtes le spécialiste, qu'est-ce que vous en pensez? Nous, on a sorti 2 tablettes, une tablette professionnelle. Il y a une qui a marché, une qui n'a pas marché. Non, parce que là, elle vient d'être annoncée. Donc, on a une tablette professionnelle sous Windows 8 et une tablette personnelle pour grand public sous Android. Et on voit les ventes décoller. Donc, c'est sûr qu'il se vendra en 2013 6 millions de tablettes. Donc, c'est plus 65% par rapport à 2012. Donc, c'est sûr qu'en unité, les tablettes sont en train de s'envoler. Mais en même temps, ça ne veut pas dire pour autant que le PC est fini, parce que le PC va avoir son utilité dans bien des environnements. On ne peut pas tout faire sur une tablette, on ne peut pas tout faire sur un smartphone. Oui. Donc, il y a un effet tablette, mais pour vous, il n'est pas total. Il est partiel. Pour nous, la tablette, c'est un prolongement du PC. C'est donc, il faut être capable de fournir à l'individu, au consommateur, mais aussi à l'entreprise, un environnement de travail multiple. D'ailleurs, la dernière annonce qu'on a faite et qui a eu beaucoup de succès, vous avez sans doute vu la pub à la télé, l'Envy X2 convertible. Voilà, un portable devient une tablette, voilà, c'est la bonne traduction de ce que je viens de dire. Oui, effectivement, ça c'est une vraie innovation. Combien de temps il vous a fallu pour mettre au point je sais pas, on appelle ça une tablette, on appelle ça un PC? C'est les deux, parce qu'en plus il a l'avantage d'être à la fois 100% tablette, 100% PC, avec toute la connectivité, 14 heures d'autonomie, donc c'est les deux. Mais rappelez-vous, on s'est vu il y a 1 an et demi,
Et le point qui était discutable, que vous m'avez posé la question sur l'innovation, depuis on a annoncé de nouveaux serveurs, de nouvelles unités de stockage, du PC, des imprimantes. Donc l'innovation est là, et c'est un des grands apports de Meg Whitman. Alors justement, tout ce qui est service aux entreprises, c'est vraiment ce qui compte et ce qui doit compter de plus en plus pour HP. Le big data, juste parce que c'est forcément lié, le big data, on a l'impression que c'est la révolution du jour presque. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est à ce point-là, Gérald Carsanti? Les données doublent tous les 18 mois. Donc on va avoir à connecter des objets numériques partout. Et face à ça, eh bien, il faut des serveurs pour accompagner ce mouvement, il faut du stockage parce qu'il va falloir stocker ces données. Donc il faut rendre les systèmes le plus flexibles possible, d'où le cloud. Et puis ensuite, il va falloir gérer cette explosion de données, d'où il faut des solutions pour accompagner ce qu'on appelle le big data. Ensuite, il faut le sécuriser. Voilà les 3 domaines dans lesquels on a investi chez HP, ce qui explique d'ailleurs la résistance que nous avons comparativement à d'autres. Ouais. On va marquer une pause. On revient sur toutes ces questions qui est quand même tellement liées à l'évolution même des entreprises, au cœur des entreprises, et on se retrouve juste après. Les inscriptions pour Cannes Corporate Media et TV Awards 2013 sont ouvertes jusqu'au 14 juin. Cannes Corporate Media et TV Awards, le festival international du film corporate, médias en ligne et documentaire avec BFM Business. Faites reconnaître vos productions à l'international sur www.cannescorporate.com. Quand vous éteignez la télé, allumez la radio et restez connecté gratuitement aux premiers médias d'information économique et financière. BFM Business à Strasbourg, 106.9. À Chambéry, 88.4. BFM Business numéro 1 sur l'économie, le premier média intégré, radio, TV, web et mobile. 1953, l'Express invente le magazine d'actualité. Politique, grandes enquêtes, révélations, tendances, évolution de la société. Depuis 60 ans, l'Express affiche sa modernité sans jamais transiger sur la qualité de l'information. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui mérite d'être dans l'Express? En 2013, l'Express réinvente le magazine d'actualité. BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le grand journal, Edwige Chevrillon. Un grand journal où on parle de cloud et de big data avec Gérald Carsanti, donc il y a le PDG de Hewlett Packard pour la France. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire? Je m'explique, vous parlez du big data, vous dites les serveurs, nous c'est ce qu'on vend, etc. Et en même temps, le cloud, c'est là, il faut sécuriser les données. Mais du coup, si on met toutes ces données dans le cloud, dans les nuages, on n'a pas besoin des serveurs. Alors en fait, vous avez besoin de serveurs parce que au final, tout ça, ça va dans des centres de traitement. On appelle ça des data centers. Alors ils peuvent appartenir à l'entreprise ou l'entreprise peut décider de le faire traiter par une société, HP en l'occurrence par exemple. Mais au final, il faut quand même des serveurs, il faut de l'informatique. Hein. Donc c'est pas contradictoire. Ce n'est pas contradictoire, mais ce qui va se passer, et c'est un des grands changements qui est en train de s'opérer sur le marché, c'est que les clients de plus en plus ne vont plus acheter de l'informatique, ils vont acheter des services. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'informatiser votre paie, vous allez demander X bulletins de salaire et vous allez payer au bulletin. Et donc vous allez commander un service et ça vous intéresse pas de savoir finalement ce qu'il y a derrière. Il y a des opérateurs comme HP qui vont gérer ça pour vous et qui vont vous allez utiliser en fonction de votre besoin et on va vous facturer finalement à la consommation. Un peu comme l'électricité à la maison.
Donc on va vers on a déjà des clients qui fonctionnent dans ce modèle. Ça devrait représenter combien de votre business? Alors au niveau d'HP et Monde, mais au niveau d'HP France? C'est une bonne question parce que souvent quand on présente ça, on dit ça va être un changement radical du tout au rien. Non, on va continuer à vendre de l'informatique, à installer des projets comme on le fait habituellement, mais ce mouvement est en train de se développer et va représenter environ 20-25% dans le futur, dans les 3 à 4 ans qui viennent, de nos ventes. Et que devient votre fameuse vache à lait, en l'occurrence l'imprimante HP? Est-ce que ça l'est toujours autant? L'imprimante, Meg Whitman hier dans les résultats a annoncé que c'était un des business qui avait extrêmement bien fonctionné, qui est légèrement en croissance, qui est surtout très profitable, qui marche bien. Mais c'est aussi parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, innovation. On a annoncé sur la seule année 2012 86 nouveaux produits dans le domaine des systèmes d'impression. Donc ça demande beaucoup d'investissement, mais au final, les résultats sont là. La part de la R&D dans le chiffre d'affaires de Hewlett-Packard, c'est combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on investit, selon les segments, plusieurs milliards. Oui, mais en pourcentage, parce que c'est intéressant. On fait un chiffre d'affaires de l'ordre de 110-115 milliards de dollars et on investit aux alentours de 5 milliards. D'accord, donc je veux dire, pour une entreprise comme la vôtre, c'est pas énorme quand même. Ça pourrait être un peu plus, autour de 7-10%. Oui, sachant que quand même c'est des sommes assez importantes. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on a beaucoup acheté ces 5 dernières années. Donc on a beaucoup intégré et notre chaîne de valeur est très complète aujourd'hui. Justement, à propos, puisque vous avez parlé de beaucoup acheter, si vous me tendez une perche, qu'est-ce qui se passe autour d'Autonomie, cette entreprise que vous avez rachetée, l'actionnaire qui réclame $1 milliard? C'est un peu ce qui a provoqué le départ de Léo Apothécaire. Enfin, oui et non, mais enfin quand même oui. Gérald Carsenti, qu'est-ce que devient cette division logicielle? Non, je ne crois pas que ça a provoqué le départ de l'apothécaire, d'ailleurs, parce qu'il était... Je ne crois pas. Mais par contre, c'est vrai que ça avait donné lieu, vous vous en souvenez, à une provision au mois d'octobre dernier, ce qui d'ailleurs avait engendré une perte, mais une perte qui n'était pas opérationnelle, mais une perte sur élément exceptionnel. Tout simplement, Meg Whitman l'a dit hier soir en annonçant les résultats, Autonomie est revenue à l'équilibre, c'est une entreprise qui s'est redressée, qui fonctionne bien, les clients font confiance, il y a de très bons produits. C'est utilisé, par exemple, ça a été des produits Vertica et Autonomie d'HP ont été utilisés pendant les derniers Jeux Olympiques pour des problèmes de sécurité et de gestion de la sécurité. Donc c'est des produits qui sont vraiment très ancrés chez nos clients. La grande difficulté, tout à l'heure, je vous parlais évidemment de Yahoo et du rajeunissement nécessaire. En tous les cas, c'est ce que pensait sa nouvelle PDG. Est-ce que c'est pas aussi un peu ce qui s'est passé pour Hewlett-Packard, pour HP, c'est-à-dire se garder, c'est rester jeune et donc il a fallu un peu forcer, aller un peu à marche forcée? C'est ce que fait Meg Whitman, elle va à marche forcée, elle y va à marche forcée parce que il faut innover, il faut être toujours en avance, il faut toujours voir un peu où va le marché bouge très vite, à la fois dans le monde du grand public, dans les grandes entreprises, mais surtout, il y a un marché, c'est pour ça que ça tombe bien, parce que Dominique Serruti, juste avant moi, a annoncé le patron de Rolex, ex-d'IBM, ex-d'IBM, annoncé son marché destiné aux PME-PMI, et je crois beaucoup au marché des PME-PMI, on investit massivement dans ce domaine-là parce que c'est eux qui sont en particulier intéressés par le service. J'achète des services, puisque finalement, ils ont envie d'avoir quelque chose de simple, de flexible, d'efficace, et qui leur rendent des services, qui leur permettent en fait de se créer des avantages compétitifs quand eux-mêmes sont face à leurs clients. Gérald Carsenti, est-ce que c'est facile d'être le patron de la division France aujourd'hui dans un groupe américain? C'est passionnant. Parce que, d'accord, ok, mais c'est passionnant. Est-ce qu'on vous dit, mais qu'est-ce qui se passe chez vous? On comprend rien. Est-ce qu'ils aiment les entreprises? Est-ce qu'ils détestent les anglo-saxons, le capitalisme? Je pense qu'il y a des questionnements parce que forcément, avec tous les débats qu'il y a en France sur le coût du travail, etc., c'est des sujets que je débat avec ma corporation. Mais on a de l'écoute. J'ai écouté tout à l'heure que Paris était devenue la 4e place d'investissement, mais on sait aussi que la France est la deuxième zone d'investissement en Europe après l'Angleterre. Bon, ça se dit pas tous les jours, mais pourtant c'est la réalité. Je crois que
Chez HP, au niveau de la corporation, ils ont conscience que la France a des avantages, en particulier avec la formation, la recherche. Le CICE, c'est un vrai, le crédit d'impôt recherche maintenant élargi. Est-ce que c'est un vrai plus? C'est un vrai plus. Oui. Ça, je crois ça que vous a c'est. permis de maintenir des centres de recherche. Je crois vraiment que c'est un vrai atout qui a été déterminant. Il a été renforcé récemment avec de nouvelles annonces, et moi, je pense que c'est très très bien. Lorsque je vous demandais un petit peu l'image qu'avait la France, il y a beaucoup d'entreprises américaines, de filiales françaises qui ont resserré les boulons, voire, je veux dire, quasiment fermé. Est-ce que donc vous, c'est absolument pas le cas? On vous a pas demandé des mesures d'économie pour déplacer des gens et les mettre dans d'autres pays européens? Oh là, on est, je vous mentirais si je ne vous disais pas qu'on n'est pas en challenge là-dessus, Ouais. parce qu'il faut en permanence justifier, faut être compétitif, faut être productif. On a un plan social actuellement à Grenoble, non, sur la France, mais qu'on a réduit d'ailleurs, mais qui est un plan qui est basé sur des pré-retraite, avec aussi un plan d'embauche de jeunes. Donc on a fait une sorte d'innovation aussi à ce niveau. Mais oui, il y a des challenges. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une période de crise qui est quand même très rude. Les clients sont prudents, les investissements sont différés, le volume. Mais on vous demande de réduire votre voilure de l'ordre de combien pour HP France? C'est quoi? C'est 5%? Oui, c'est à peu près l'ordre de grandeur, oui. Ouais. Mais pour l'instant, pas d'accélération. Enfin, je veux dire, à l'instant où je vous parle, non. Moi, je suis très vigilant sur l'économie. C'est pour ça qu'on est très sur le terrain, en rencontrant des clients de tout type, toute taille, pour être sûr de bien capter où va le marché et surtout investir là où il faut. Parce que notre force, en fait, quand on est président d'une entreprise comme HP, c'est de déplacer nos effectifs et notre investissement là où il faut, là où il y a des zones de croissance. Toute dernière question, un chiffre comme ça, vous avez vendu combien de vos tablettes PC là, quand on voit la publicité, vous en avez vendu combien? On n'a pas encore sorti les chiffres parce que... Oui, mais justement, c'est l'occasion de sortir. Donc, non, je ne les connais pas encore, mais Meg Whitman a dit hier, justement, à ce propos, elle avait la question, elle a dit que c'est des données qui vont être mises sur le marché très rapidement. Merci beaucoup, en tous les cas, d'être venu ici. Gérald Carsonti, le PDG de HP France. Merci d'avoir été avec nous.